Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Élever seul son ou ses enfants, c'est le quotidien de nombreuses personnes ici au pays. C'est parfois reprendre tout depuis le début et affronter des situations difficiles. Le combat d'un parent solo, on en parle. Selon l'INSEE en 2019, sur l'ensemble des ménages, 9% étaient composés d'une mère ou d'un père seul avec enfant. Certains se retrouvent alors dans une situation très difficile et enchaînent des galères au quotidien. Un combat que connaît Patricia Wananige, maman de 4 enfants. Elle nous racontera son parcours difficile. Vers qui se tourner? Quels sont mes droits? Par où commencer? Géraldine Darimajou, assistante sociale à Rivière-Salée, répondra à toutes nos questions. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique Environnement de l'œil avec Anne Lacaste. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Patricia Wananige, tu as bien voulu nous confier ton histoire. Merci. Pour comprendre un peu ta situation, tu es maman de 4 enfants et séparée de papa depuis 1 an environ. Donc c'est tout récent. C'est ça. De manière générale, comment tu as vécu ou tu vis cette situation? Au début, c'est un peu difficile. On reprend tout à zéro. On a ce sentiment d'abord de soulagement parce que on parle d'une situation difficile où il y a eu plusieurs événements dans l'ancien foyer. Et après, on réalise, une fois qu'on est chez ses parents, qu'on est dans une chambre, qu'on a vécu toute son enfance et qu'on a nos enfants et qu'on a nos bagages aussi dans la chambre, on réalise qu'il y a la peur de l'inconnu. Tu as pris la décision de partir dans le logement familial il y a 1 an. Quelle a été la première difficulté que tu as rencontrée? D'abord, c'est faire une introspection de sa vie, tout d'abord. Vraiment reprendre sur soi, ne pas faire des schémas répétitifs. Savoir pourquoi, en fait, on est parti et reprendre sur de bonnes bases. Et ensuite, quand on a des enfants, on a le quotidien qui revient de tous les jours. On a son enfant qui vient et qui demande quand est-ce qu'on repart à la maison. Et c'est difficile de dire à son enfant qu'on ne repartira pas à la maison. Et ça a été mon premier combat, le logement pour mes enfants, pour une bonne stabilité. Parce qu'ils ont repris l'école et puis, non, ils étaient scolarisés. Et il me fallait à tout prix avoir un logement. C'était mon premier combat. Donc en premier lieu, c'est d'abord peut-être le côté psychologique, Oui. Accuser le coup. Oui, c'est déjà ça. Oui. Géraldine Darimajou, vous êtes assistante sociale depuis 15 ans maintenant. Est-ce que Patricia aurait pu aussi passer par vous pour l'aider dans ses démarches, par exemple pour le logement, parce que Patricia est maman de 4 enfants et travaille toujours, a travaillé et travaille toujours? Oui, bien sûr. Justement, ça fait partie de nos missions. On reçoit régulièrement des familles qui sont confrontées à ce genre de situation, que ce soit pour différentes raisons de séparation, de deuil, d'incarcération aussi. Donc ça peut être parent seul à un moment donné, comme à plus long terme, effectivement, et que ce soit maman seule ou à papa seul, puisqu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui des papas aussi qui se retrouvent seuls à gérer des enfants. Et comme Patricia le décrit, effectivement, suite à une séparation ou suite aussi, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas été reconnus par un des parents et qui du coup ont vécu et grandissent seuls. Mais effectivement, c'est toute une construction, c'est une organisation différente. Quand il y a séparation, il y a aussi l'aspect psychologique, la fragilité. Parfois, des parents travaillent, mais d'autres n'ont pas de travail. Donc c'est aussi l'organisation, chercher un emploi, mais aussi s'organiser pour la garde des enfants. Donc il y a beaucoup de freins parfois qui peuvent se mettre dans le parcours pour trouver une nouvelle stabilité et écrire une nouvelle histoire. Et du coup, effectivement, quand on travaille, donc si on travaille, on se dit pas parce que je travaille et j'ai des enfants, je ne peux pas aller voir l'assistance sociale parce qu'on se dit peut-être que c'est pas pour moi.
Non, bien sûr, en sachant qu'une séparation, c'est aussi financièrement, ça a aussi un impact. Et puis effectivement, chercher un logement, il y a des personnes comme Patricia qui ont la chance d'être soutenues par la famille, mais il y en a d'autres qui, séparation dit perte de logement, qui n'a plus de toit. Donc effectivement, même avec un emploi, on peut se retrouver sans logement. Et effectivement, on peut, en tant qu'assistante sociale, soutenir, essayer de trouver les solutions, que ça soit logement, que ça soit financier, que ça soit la garde pour les enfants. Effectivement, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer pour qu'on soit une écoute déjà, parce que comme tu disais, Patricia, déjà psychologiquement, c'est pas facile. Justement, psychologiquement, parce que vous êtes assistant social, vous les recevez souvent peut-être papa ou maman en difficulté, en détresse. Vous pouvez les diriger vers un soin psychologique? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, on va apporter une écoute, mais pour les parents qui sont très fragilisés, bien sûr qu'on va leur conseiller un accompagnement psychologique, puisque forcément, si effectivement, moralement, on est fragile, c'est difficile aussi d'avancer dans les autres projets, et puis de aussi bien gérer aussi son enfant, puisque du coup, ça a un impact aussi éducatif après. Donc, bien sûr, et c'est notre rôle de pouvoir orienter, que ça soit pour le logement, que ça soit pour un psychologue. Patricia, donc le logement, ça a été ta première démarche. Comment tu t'es débrouillée? Alors en fait, j'ai regardé un peu sur Internet la direction du logement. Bien sûr, parce que les bailleurs sociaux, quand on est dans un cas comme le mien, je ne veux pas dire que c'est général, mais on prend les devants et on regarde les documents à fournir. Alors c'est ça le plus difficile, c'est de réunir tous les papiers administratifs. Alors quand on a le moral à zéro, c'est pas évident parce qu'on a ses enfants, il faut gérer aussi la garde des enfants, on pense à demain, on se dit, il y a plein de choses à revoir. Et du coup, je suis allée sur Internet, j'ai regardé, j'ai monté mon dossier, je suis allée à la direction du logement. Le premier jour où je suis allée, il me manquait un document. C'était une carte CAFAT, tout bête. On pouvait le télécharger sur leur site Internet. Et ça, franchement, j'ai été déçue. Et la dame qui m'a reçue, elle m'a dit, vous savez, vous n'êtes pas obligé de passer par chez nous. On a une plateforme, vous pouvez tout scanner, l'enregistrer et l'envoyer sur la plateforme. Elle a vraiment été gentille, elle a vu, je lui ai raconté mon cas, je lui ai dit aussi mes démarches et que je voulais, parce que j'étais en congé maternité, je venais d'accoucher de mon enfant en fait, et ça faisait 1 mois que j'étais séparée du papa. Et donc c'était difficile pour moi. Donc il fallait que je fasse garder mon aîné, mon petit en fait, et du coup, dans mes démarches, du coup, elle a entendu mon histoire, elle a récupéré mes documents, elle les a scannés, elle me les a envoyés par mail. J'ai récupéré la carte CAFAT et j'ai tout envoyé. Est-ce que tu as pu avoir des aides justement pour le loyer? Parce que quand on se retrouve seul, le loyer, c'est conséquent. Une fois que j'ai eu le numéro de récépissé, je suis allée chez un bailleur social, le FSH. Ils m'ont gentiment accueilli. Je connaissais des personnes qui travaillaient dedans. Bien sûr, j'ai fait des démarches comme toute personne. Je suis passée dans la procédure. On dépose son dossier, on attend le numéro de récépissé. On dit que voilà, on a un numéro de récépissé. Est-ce qu'il serait possible de au moins avoir quelqu'un juste pour que je puisse avoir un logement vraiment dans l'urgence, même si c'est un logement en intermédiaire, je prends. Et puis, du coup, les personnes qui m'ont aidée m'ont dit, il faut fournir ça pour l'aide au logement. Tu peux avoir droit, mais il faut que tu montes ton dossier. Tu es obligé de passer. En combien de temps ça? Alors, depuis le début jusqu'à la réception de la clé. Je me suis séparée du papa de mes enfants le 20 mai. Ensuite, j'ai fait mes démarches 2 semaines après. Fin mai, j'ai déposé mon dossier. Le 15 juin, le FSH m'appelle pour un logement sur Païta. Je le visite. Et en plus, ce jour-là, c'est vraiment marqué d'une pierre parce que mes enfants, ils sont arrivés, ils ont mis leurs claquettes dehors. Ils ne voulaient pas se aller à la maison alors que la maison, elle n'a pas été nettoyée. Et du coup, on l'a visité, j'ai signé le bon et le 22 juillet, je rentrais dans la maison. C'était... Géraldine Darimachou,
par rapport à cette démarche logement, tout le monde peut le faire directement? Comment ça se passe? Oui, après, effectivement, il y a une plateforme de la province sud sur laquelle on peut faire les demandes en ligne, si on a Internet, si on a de quoi scanner. Et après, effectivement, si on n'a pas le matériel informatique pour le faire, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer pour qu'on puisse vous aider au niveau administratif pour faire les démarches, pour vérifier que justement, il ne manque pas de papier pour pas que ça puisse prendre de retard et qu'on puisse aussi essayer d'appuyer la demande de logement pour les situations où on se retrouve effectivement en difficulté avec ses enfants. Mais justement, c'est les assistants sociaux, vous êtes à Rivière-Salée, c'est par secteur? Oui, effectivement. Il faut se diriger vers son... Est-ce qu'il y a une plateforme? Comment ça se passe? Alors, effectivement, soit on peut regarder sur la plateforme, sur Internet, on peut voir toute la liste des assistantes sociales sur votre secteur, ou sinon on peut appeler notre secrétariat au 20 45 40 avec notre adresse pour savoir vers quelle assistante sociale se diriger et savoir où elle se situe. Et après, on prend un rendez-vous pour que l'assistante sociale puisse vous recevoir. Patricia, tu as 4 enfants, 8 ans et demi, 4 ans et demi, 3 ans et demi et 1 an. Oui. Comment tu t'es organisée pour les garder, les faire garder à l'école, mais aussi la crèche ou nounou? Alors, déjà, pour la garderie, mes 2 enfants, parce qu'en fait, j'ai un enfant, celui de 3 ans et demi, qui a un retard de langage. Donc ça, c'est aussi une grosse difficulté quand on a un enfant qui va garder, mais qui a un retard de langage. Donc, il est rentré et comme j'avais pas d'auxiliaire de vie, donc il y a toute une démarche aussi derrière administratif pour monter un dossier, pour qu'il puisse avoir une auxiliaire de vie. Donc ça, c'est mon 2e combat en ce moment. Du coup, je l'ai fait garder à la garderie. Là, il est à la garderie en ce moment. Et mes 2 grands, ils sont à l'école. Donc, il y a la cantine et la garderie. Et tout ça, c'est pris en charge? Alors, j'ai fait des démarches cette année, oui. En février, parce que l'année dernière, bien sûr, c'était en cours d'année. Donc, je ne pouvais pas tout de suite monter le dossier à la CAFAT. Donc, je me suis renseignée et la CAFAT m'a bien orientée, m'a aussi donné des dates de dépôt de dossier pour que ça puisse être pris en compte cette année. Donc, j'ai fait mes démarches comme tout le monde en début d'année. J'ai tout réuni, j'ai eu ma réponse et honnêtement, aujourd'hui, je suis contente parce que ça m'aide énormément. Parce que la crèche, oui. Ça coûte très cher. Oui. Et quand on a 2 enfants à mettre à la crèche... oui, c'est un budget. Seul, ouais, c'est un budget. Géraldine, est-ce que toute personne seule avec enfant peut avoir ces aides pour la crèche ou la nounou? Alors, c'est des aides spécifiques, effectivement. Pour des aides à la crèche, c'est plus la CAFAT qui gère ces aides-là. Donc, du coup, il faut travailler. Après, le temps que ça soit mis en place, nous, au niveau de la province, on peut effectivement soutenir aussi. Mais c'est vrai qu'il faut, du coup, travailler pour avoir ces aides. Mais quand, justement, dans mon ancien foyer, j'ai élevé mes enfants et c'est papa qui allait... Qui travaillait, et je me retrouve là, justement, séparée. Comment je fais? Je me retrouve avec mes enfants, ça devient difficile, puisqu'il faut que je trouve du travail. Pour trouver du travail, il faut que je laisse mes enfants. C'est ça, c'est effectivement... Alors, par contre, c'est vrai que c'est une vraie problématique d'essayer de trouver et un emploi, justement, en plus, avec des horaires, parce que c'est aussi une problématique. On se retrouve seul à gérer ses enfants. C'est que, du coup, chercher un travail, il faut trouver un emploi qui sont dans des horaires de crèche, des horaires d'école, et puis un employeur qui soit aussi à l'écoute, qui puisse entendre qu'un enfant peut être malade. Donc ça, c'est une première problématique. Après, effectivement, c'est une grosse difficulté de trouver un moyen de garde pour passer des entretiens, des choses comme ça. Il faut vraiment faire appel au réseau amical, au réseau familial. Aujourd'hui, en Calédonie, on a peu de crèches qui font à l'heure. Donc effectivement, où on fait des entretiens, les parents passent les entretiens avec leurs enfants. Mais c'est un vrai frein. Le problème de garde peut être un vrai frein
D'autant s'il y a pas si on n'a pas de diplôme, des fois on prend des emplois où il y a des horaires parfois de soirée ou de week-end, et là c'est un autre frein pour. Mais vous êtes là quand vous voyez ces personnes, par exemple, papa ou maman qui ne travaille pas. Quand vous les recevez dans votre bureau, vous leur indiquez ce qu'il faut faire. Comment ça se passe ensuite? Ils reviennent? C'est quelque chose où ils vous voient une seule fois et après ils doivent s'occuper de leur démarche? Effectivement, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes où c'est plus de l'orientation, des conseils comme Patricia qui avait déjà, qui semble-t-il qu'au niveau démarche a pu les faire seules. Il y a des personnes effectivement qui sont sans emploi, donc on va devoir d'abord travailler sur la recherche d'emploi, voir s'il y a des freins pour le transport, parce que ça aussi, ça peut être une difficulté. On va effectivement faire au fur et à mesure des gens selon leur avancée, selon les étapes dans lesquelles ils sont. Parce qu'il y a des gens qui vont être effectivement plus en difficulté que d'autres. Il y a des gens qui vont effectivement avoir l'emploi, qui vont juste avoir besoin du logement ou juste avoir besoin de conseils juridiques aussi, puisque effectivement pour avoir les bourses ou des choses comme ça, effectivement, il faut aussi passer au niveau juridique pour avoir la garde légale. Donc c'est orienté ou accompagner selon les situations quand il y a besoin d'un accompagnement plus long. Quand on ne sait pas, quand on se retrouve par exemple perdu, la première chose à faire, c'est se diriger peut-être vers l'assistance sociale de son secteur. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Effectivement, il ne faut pas hésiter à venir rencontrer l'assistance sociale qui, en plus, on y est quand même soumis au secret. On travaille sur une relation de confiance. Donc, effectivement, même si l'histoire peut être compliquée parce que des fois, les séparations, il y a aussi derrière une histoire douloureuse. Il faut savoir qu'effectivement, on partage ce qu'on a envie de partager et on est là pour écouter et ça ne sort pas de nos bureaux. Patricia, tu travailles toujours. Comment tu as fait pour faire toutes ces démarches et travailler en même temps? Parce que justement, on disait tout à l'heure, ces institutions, comme la CAFAT par exemple, elles sont ouvertes pendant que tu travailles. Alors en fait, j'étais en congé maternité quand j'ai suis mise à faire les démarches de logement. Et ensuite, pour la CAFAT, on peut le faire en ligne. C'est-à-dire qu'on peut télécharger, on peut scanner et les envoyer par mail. Donc ça m'évite de me déplacer pendant mes heures de travail. Je tenais vraiment à remercier également mon entreprise parce que pendant mes 3 mois de congé maternité, ensuite je suis revenue le 22 juillet, ça a été dur pour moi parce que bien sûr mon ancien compagnon c'était un ancien collègue de travail. Du coup, reprendre des habitudes, revenir dans un environnement où on était tous les deux, fallait que je prenne sur moi et mon employeur en fait m'a beaucoup aidée. Mon service RH, ma chef de service, mes collègues de travail aussi m'ont beaucoup aidée. Donc, ils m'ont beaucoup soutenue. J'ai eu droit à des jours de congé alors que normalement, je ne devrais pas en avoir. Pas énormément, ils m'ont donné 2 semaines pour que je puisse me poser parce qu'ils ont vu que psychologiquement, ça n'allait plus. Pourtant, je tenais physiquement, mais c'est clair qu'on voyait que le moral, j'ai perdu... j'étais à 105 kilos quand je me suis séparée. J'ai perdu 30 kilos en l'espace de 2 mois. C'était énorme. Donc, j'ai fait un recul sur moi-même et ça m'a permis... l'année dernière, j'ai fait une introspection de ma vie. Tout a été passé de A à Z pour que je puisse, cette année, reprendre. Et puis, j'ai des projets en tête, donc, pour mes enfants, bien sûr. Donc, là, mon deuxième combat, c'est mon fils qui reprend l'école. Là, je suis à la recherche d'un psychologue. Du coup, j'en profite de l'antenne parce que c'est vrai que les psychologues, c'est comme les ophtalmos. Ils n'ont pas un agenda, c'est-à-dire aujourd'hui pour demain. Donc, moi, j'ai un prochain rendez-vous, c'est en octobre. Donc, c'est un psychologue qui me voit. J'aimerais bien avoir un psy. Là, tout de suite, je prends. Pour qu'il y ait un rendez-vous au plus tôt pour qu'il puisse reprendre l'école. En fait, détecter pour mon fils, parce que j'ai besoin de ça, pour monter mon dossier à la province sud, pour avoir une auxiliaire de vie, pour qu'il puisse voir le degré s'il est autiste ou pas. J'ai besoin de son avis. En fait, là, je suis avec une orthophoniste pour mon fils. Elle le suit. Et donc, du coup, voilà, c'est mon deuxième combat. Et mon troisième combat, c'est de partir en voyage avec mes enfants pour bientôt. Super, c'est de
C'est de belles... c'est un beau projet. Oui. Il n'y a aucune loi qui permettrait aux mamans, aux papas seuls de prendre des jours de congé dans cette situation précise. Et non, il n'y a pas de loi. C'est vraiment au bon vouloir de l'entreprise. C'est des congés, enfin, droit du congé. Et puis après effectivement, c'est l'entreprise qui en donne plus, qui accorde déjà les congés. Enfin, là, il n'y a pas de loi qui oblige un employeur, selon les situations, à donner des congés supplémentaires ou à accorder les congés si la société a besoin de son employé à ce moment-là. Quel conseil pouvez-vous donner si justement certaines ou certains traversent cette situation en ce moment ? Effectivement, de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit auprès d'assistance sociale ou autre, mais ne pas hésiter, même si effectivement c'est une étape difficile, mais justement parce qu'une séparation, se retrouver seul avec des enfants, c'est forcément pas facile. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, en sachant que des fois plus longtemps on attend et on reste dans cette situation, et plus ça peut avoir un impact négatif sur le futur, que ça soit notre futur ou le futur de nos enfants, puisque effectivement une séparation, des difficultés financières, sociales, ça a aussi un impact sur nos enfants et peut aussi amener à des problématiques aussi éducatives. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci du fond du cœur pour ton témoignage, Patricia. Merci également, Géraldine, pour toutes ces précieuses informations qui, j'espère, pourront aider. Et puis, je vous propose de rester avec moi et d'accueillir Anne Lataste pour la chronique de l'œil. Bonsoir, Anne. Bonsoir Falaï. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en baie de Cué pour parler sédiments. Exactement Falaï. Alors avant toute chose, la baie Cué, il faut savoir qu'elle se situe dans le Grand Sud, entre la baie de Port-Boisé et la tribu de Goro. Elle est l'exutoire de la rivière Cué, qui est un très grand bassin versant, qui accueille aussi un certain nombre des installations de Progné Ressources. Or, la baie, elle est aussi fréquentée par les habitants, les gens de l'endroit, notamment pour la pêche. Donc, pour répondre à la question, est-ce que la baie Cué est en train de s'envaser ? L'œil et ses partenaires scientifiques travaillent à une cartographie précise des reliefs, des sédiments, du fond de la baie, de l'embouchure et des berges dont il faudra suivre l'évolution. Et c'est quoi les sédiments ? Alors, les sédiments, ce sont les produits de l'érosion des sols. C'est-à-dire que toutes les particules de terre qui ont été arrachées au relief par le vent ou par la pluie vont se déposer quelque part, que ce soit sur terre, dans les rivières, en mer ou bien plus loin de chez nous, dans les glaces. Et avant de se déposer, on dit qu'elles sont en suspension. Mais dès qu'elles se déposent, c'est le début du processus de sédimentation. Petit à petit, elles vont former des couches, ça prend immensément de temps, qui vont s'empiler les unes au-dessus des autres, et c'est ce qui forme les couches sédimentaires, composées de toutes ces petites particules qui ont énormément et très longtemps voyagé pour en arriver là. Et pourquoi ces sédiments ils sont intéressants pour les observateurs de l'environnement ? Alors pour deux raisons principales. La première, c'est la façon dont ils se déposent, qui va apporter une information, et l'autre, c'est ce qu'ils contiennent. Donc la façon dont ils se déposent, c'est l'objet de l'étude qui est en cours sur la baie Cué actuellement. On étudie donc plutôt les sédiments de surface, les plus récents pour ça, et ça va nous renseigner sur les volumes de sédiments, de particules de terre apportés par la rivière jusque dans la mer. Et aussi, après plusieurs missions, si on suit l'évolution, ça nous dira aussi à quel rythme ces volumes sont apportés. Donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une photographie de la façon dont les sédiments sont déposés dans le fond de la baie. Et on reviendra dans quelques temps pour voir s'ils ont bougé, s'il y en a plus, s'il y en a moins et de quelle façon. L'idée, c'est de déterminer si c'est très dynamique ou si c'est très lent, et donc du coup d'ajuster le rythme des missions de suivi et de voir s'il y a ou pas une progression des volumes de sédiments apportés dans la mer. Et le but, c'est d'éviter aux récifs coralliens de se retrouver en eau trouble ou privés de lumière, ce qui est, on le sait, très dommageable pour cet écosystème. Et la deuxième raison, le contenu des sédiments ? Oui, c'est ça. Alors, le contenu des sédiments, là, pour le coup, l'intérêt, c'est l'histoire. Parce que les sédiments racontent une histoire. Les couches sédimentaires, une fois stabilisées, c'est un peu comme une boîte noire. Tous les événements, ils sont enregistrés, un peu comme pour les cernes des arbres.
Donc plus on va aller en profondeur, plus on va remonter dans le temps. Et la position, l'épaisseur, le contenu de chaque couche sédimentaire racontent les grands épisodes marquants du bassin versant. S'il y a eu un cyclone, un glissement de terrain, une pollution, les sédiments vont le raconter. Ils peuvent même me permettre de comparer l'état du bassin versant il y a 10, 30, 50, 100 ou 1000 ans. Et après analyse, évidemment, il y a tout un travail d'interprétation. Il faut croiser les données, etc., pour faire raconter cette histoire aux couches de sédiments. Alors ici, en l'occurrence, pour ce qui est de la BQE, on travaille surtout sur les plus récents, sur les sédiments de surface. Et ça va juste être assez pour essayer de tracer leur origine et essayer de déterminer s'ils sont le fruit de l'érosion naturelle ou des activités humaines ou, comme souvent chez nous, un peu des deux. Merci Anne pour toutes ces informations. La prochaine fois, direction? La prochaine fois, je pense qu'on va aller faire un tour du côté de Thio. Du côté de Thio. Merci Anne. Merci encore à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.